Il entre ici sans prouver ni justifier son propos. Depuis quelque temps déjà, la philosophie a reçu en partage une tâche nouvelle, celle de diagnostiquer, reconnaître à quelques marques sensibles ce qui se passe, dire ce qui se donne à voir dans ce qu'on voit tous les jours, mettre en lumière l'heure grise où nous sommes, faire surgir sous le chaos des circonstances une signification. Diagnostiquer, c'est prophétiser l'instant. Et dans la majorité des cultures, le médecin et le prêtre ne sont guère éloignés. L'un écoute une autre parole à partir de laquelle la vie prend sens. L'autre devine l'intérieur du corps dans le but de soigner. Mais les diagnostics du prêtre ou du médecin ne sont pas celui du philosophe qui ni ne soigne, ni ne sauve. Désormais, le philosophe doit savoir qu'il n'a pas reçu pour mission de guérir. Il ne lui appartient ni d'améliorer les choses, ni d'apaiser les cris, ni de réconcilier. Médecin sans remède, prêtre sans Dieu. Le philosophe doit dire tout simplement ce qu'il y a, sans recul, ni distance. Il ne parle ni d'un au-dessus, ni d'un en-dessous, ni d'un passé révolu ou d'un futur postulé. Il parle de l'instant, dans l'instant, juché sur l'écume des choses. Il y a là, ici et à présent, quelqu'un qui va se mettre à parler parce que quelque chose, là, maintenant, peut être dit qui ne fut jamais dit et qui, là, maintenant, doit se dire. Moment à partir duquel un homme doit parler. Séquence 1. Je veux vouloir. Je me réveille tôt, mais le jour commence avant que j'ouvre les yeux. Mon esprit est en branle, les mots et les phrases n'ont cessé d'irriguer mes rêves, de résoudre des problèmes nés sur les pages de la veille. J'essaye de distinguer dans la symphonie ornithologique qui retentit de l'autre côté des fenêtres les félis, les grives mauvies, les geais, les oiseaux moqueurs, les chardonnerets, les appels des oies au-dessus du lac. Je m'éclabousse le visage, bois un verre d'eau froide qui tire mon corps de sa torpeur. Je prépare un café, l'apporte dans mon bureau, m'installe dans mon fauteuil, allume mon écran et commence. Je pense. J'écris ces mots et je vous imagine les écoutant. Je procède ainsi tous les jours de la semaine, toutes les semaines, depuis quelques années, et cela se poursuivra encore 12, 16, 24 mois. Lorsque des amis passent, ils jettent un coup d'œil à mon bureau, toutes les surfaces planes, plancher compris, disparaissent sous des tas de livres, de paperasse, et cette vision les impressionne. Et je sens qu'ils me plaignent de m'être attelé à ce travail. Je ne crois pas qu'ils se rendent compte de la liberté que j'en tire. En fait, jamais je ne me suis senti aussi libre. Comment est-ce possible? J'ai promis de finir ce travail. Cette promesse est le drapeau que j'ai planté au temps futur. Elle représente mon engagement à construire un futur qui ne pourra venir au monde que si j'honore cette promesse. Si j'y renonçais, le monde ne s'effondrerait pas, vous, lecteurs, trouveriez d'autres livres et moi, d'autres projets. Mais ma promesse est une encre qui me garde des caprices de mes humeurs et de mes tentations. Des événements peuvent se produire qui modifient mon périple
d'une manière que je ne peux ni prédire ni contrôler. Mais, malgré cette connaissance de l'incertitude, je ne doute pas de ma liberté. Elle est le produit de ma volonté de vouloir, boussole qui me dirige vers un futur désiré. Je peux promettre de créer un futur et je peux tenir ma promesse. Si le livre que j'ai imaginé doit exister dans le futur, ce doit être parce que je veux vouloir qu'il en soit ainsi. Je vis dans un immense paysage qui inclut déjà un futur où moi seul puis imaginer et vouloir. Dans mon monde, ce livre que j'écris existe déjà. En honorant ma promesse, je le rends manifeste. Cet acte de volonté est ma revendication au temps futur. Faire une promesse, c'est prédire l'avenir. Honorer une promesse au moyen de l'exercice de la volonté, c'est transformer cette prédiction en fait. Notre cœur fait circuler notre sang, nos reins le filtrent, et notre volonté crée le futur. C'est ainsi que nous nous approprions le droit de parler à la première personne en tant qu'auteur de notre futur. Hannah Arendt a écrit tout un essai sur la volonté comme organe du futur, à la manière dont la mémoire est l'organe du passé. Le pouvoir de la volonté réside en son aptitude unique à s'occuper des choses visibles et invisibles qui n'ont jamais existé du tout. Lorsque nous nous référons au passé, nous ne voyons que des objets, mais la vision portée vers le futur apporte des projets, des choses qui sont à venir. Avec le libre arbitre, nous entreprenons des actions qui sont entièrement contingentes. Ce sont des actes que nous pourrions ne pas achever, mais nous nous y sommes engagés. Une volonté qui n'est pas libre est une contradiction dans les termes. C'est Hannah Arendt qui me le dit. La volonté est l'organe par lequel nous faisons exister le futur. Les philosophes de l'éthique l'appellent libre arbitre, contrepoint humain à la peur de l'incertitude. Les promesses sont des îlots de prévisibilité, des jalons de sûreté dans un océan d'incertitude. Je reconnais mon expérience directe de la liberté comme une vérité inviolée. Elle ne peut être réduite à une vie accidentelle et aléatoire, façonnée par des stimuli extérieurs dont je ne suis pas conscient et que je ne peux pas modifier, hantée par des processus mentaux irrationnels et non fiables que je ne peux ni distinguer ni éviter. Nous pouvons avoir de bonnes raisons de faire telle ou telle chose, mais cela ne signifie pas nécessairement que nous franchirons le pas. Ce fossé, les philosophes lui donnent un nom, le libre arbitre. Et même si certains pensent qu'il est une illusion, nous ne pouvons pourtant nous en défaire. Et faire une promesse, la tenir ou pas, présuppose l'existence de ce fossé. Le libre arbitre est la condition de la chair morale de toute promesse, condition nécessaire pour qu'existe une civilisation qui soit un milieu moral, encourageant la dignité des individus. Toute personne, toute idée, toute pratique qui viole ou écorche cette chair nous dépouille d'un futur qui soit humainement vivable. À mon sens, nous sommes parvenus à un moment de notre histoire où notre droit fondamental au temps futur est mis en danger. Par une architecture numérique nouvelle, tombée dans les mains d'une idéologie capitaliste de la surveillance, incarnée par Gaman, Google, Amazon, Meta, Apple, Microsoft. Ce capitalisme de surveillance constitue un nouvel ordre économique qui revendique l'expérience humaine comme matière première, gratuite, à des fins de pratiques commerciales dissimulées. Une logique économique parasite, faite d'extraction et d'analyse de nos données personnelles et subordonnée à un projet de prévision et de modification de nos comportements. Une mutation numérique et dévoyée du capitalisme marqué par des concentrations de richesses, de savoir et de pouvoir sans précédent dans l'histoire de l'humanité.
une menace pour la nature humaine au XXIe siècle, aussi cruciale que l'a été le capitalisme industriel pour le monde naturel au XIXe et XXe siècle. L'origine d'un nouveau pouvoir qui affirme sa domination sur la société et lance des défis inédits à la démocratie. Un mouvement qui vise à imposer un nouvel ordre collectif fondé sur la certitude de la prévision absolue de nos comportements, une dépossession des droits humains essentiels, un renversement de la souveraineté du peuple. Toutes les créatures s'orientent à partir d'un chez-soi. Sans nos repères, il n'y a pas moyen de naviguer en territoire inconnu. Sans nos repères, nous sommes perdus. Oiseaux, abeilles, papillons, nids, terriers, arbres, lacs, ruches, collines, rivages, cavités. Presque toutes les créatures partagent ce profond attachement à un lieu où l'on sait que la vie s'est épanouie. Le genre de lieu qu'on appelle chez soi ou maison. Chaque voyage, chaque expulsion met en mouvement la recherche d'un chez-soi. Désir lancinant de retourner sur les lieux que nous avons laissés, où peuvent se nicher et grandir nos espoirs dans l'avenir. Nous continuons à raconter les pérégrinations d'Ulysse, à nous souvenir de ce que les êtres humains endurent pour atteindre leur propre rivage et franchir leur propre porte. À qui sait écouter la maison du passé, elle est une géométrie d'échos. Les voix, la voix du passé, résonnent autrement dans la grande pièce et la petite chambre. Dans l'ordre des souvenirs, il faut retrouver la tonalité de la lumière, puis viennent les douces odeurs qui restent dans les chambres vides. La maison abrite la rêverie et protège le rêveur. La maison nous permet de rêver en paix. Elle est corps et âme, premier monde de l'être humain. Avant d'être jeté au monde, l'homme est déposé dans le berceau de la maison. La vie commence bien, enfermé, protégé dans le giron de la maison. C'est Bachelard qui nous parle. Ce chez nous est notre école d'intimité, où nous faisons nos premiers pas d'humain. Ces recoins et ces nids recèlent la douceur de la solitude. Placards, armoires, tiroirs, cadenas, clés, rassasient notre besoin de mystère et d'indépendance. Les portes verrouillées, fermées, entr'ouvertes, grandes ouvertes, suscitent émerveillement, sécurité, possibilité. Nids et coquilles, images primitives de notre besoin d'un refuge sûr. La maison est notre première manière d'habiter le monde. Contrepoint existentiel du chez-soi et du lointain, de la maison et de l'univers, le refuge et le monde, l'intérieur et l'extérieur, le concret et l'abstrait, l'ici et l'ailleurs, l'étroit et le large, la profondeur et l'étendue, le privé et le public, l'intime et le distant, moi et l'autre. En 2000, un groupe d'informaticiens ingénieurs du Georgia Tech travaillèrent sur un projet appelé Aware Home. Ils imaginèrent
une symbiose humain-maison dans laquelle de nombreux processus animés et inanimés seraient captés par un réseau complexe, intégré à la maison, de capteurs sensibles et par les objets connectés que portent ses occupants. Le projet nécessitait une collaboration sans fil et automatisée entre la plateforme hébergeant les données personnelles des occupants, produites par les accessoires connectés, et une seconde plateforme hébergeant les données environnementales issues des capteurs. Il y avait 3 hypothèses de travail. La première, que ces nouveaux systèmes produiraient un champ de savoir entièrement nouveau. La seconde, que le droit à ce nouveau savoir et le pouvoir de s'en servir pour améliorer sa propre vie appartiendrait exclusivement aux habitants de la maison. Enfin, l'équipe présupposa que l'Aware Home trouverait sa place comme l'incarnation moderne d'un nouveau chez-soi, le sanctuaire privé de ceux qui vivent entre ces murs. En 2018, le marché de la maison connectée était évalué à 36 milliards de dollars et censé atteindre 151 milliards de dollars en 2023. Dans le même temps où 2 des 3 hypothèses posées furent abandonnées. Je vous laisse imaginer lesquelles. Dès lors, pouvait naître le capitalisme de surveillance. Cette nouvelle forme de marché déclare que servir les besoins véritables des utilisateurs est moins lucratif et par conséquent moins important que vendre les prédictions de leur comportement à partir des traces laissées sur la toile. L'échelle des flux de cette nouvelle matière première se reflète dans la souveraineté de Google qui, en 2017, a traité en moyenne 40 000 requêtes de recherche par seconde et 1, par seconde, soit plus de 3,5 milliards par jour et 1,2 milliard de milliards dans le monde par an. Ces stocks de surplus comportemental renferment à présent tout ce qui existe dans le milieu en ligne: recherche, email, texte, photos, chansons, messages, vidéos, lieux, modes de communication, attitudes, préférences, intérêts, visages, émotions, maladies, réseaux sociaux, achats. Un nouveau continent de surplus comportemental se tisse à chaque instant à partir des nombreux fils virtuels de nos vies quotidiennes quand ils entrent en contact avec Google, Apple, Meta, Microsoft, Amazon. Que ces capteurs soient implantés dans nos smartphones, nos montres connectées, nos lentilles de contact, notre lit d'hôpital ou le rail sur lequel roule votre train, le message est simple. Ces nouveaux instruments restituent les actions et les conditions du monde entier sous forme de flux comportementaux. Chaque élément restitué est libéré de sa vie sociale, des raisonnements moraux ou politiques, des normes sociales, des droits, des valeurs, des systèmes de relations humaines, des sentiments, des contextes, des situations, le corps réduit à une série de coordonnées temporelles et spatiales. Toutes choses, qu'elles appartiennent ou non au règne du vivant, partagent le même statut existentiel dans cet enchevêtrement, entament une seconde vie mesurable, navigable, recherchable. Dans ce flux, nos vies sont des données que nous avons données, data, d'un univers numérique ubiquitaire. Aux yeux des capitalistes de surveillance et de leurs impératifs économiques, le monde, le moi et les corps sont réduits au statut permanent d'objet au fur et à mesure qu'ils disparaissent dans le flux sanguin d'une conception nouvelle et colossale des marchés. La machine à laver du voisin, l'accélérateur de la voiture de la collègue et notre propre flore intestinale se retrouvent transférés et aplatis dans la dimension unique des équivalences. Matière informative, soumise à désintégration, reconstitution, indexation, navigation, manipulation, analyse, réagrégation, prédiction et, pour finir, à transformation en produit, que l'on achète et que l'on vend en tout lieu.
Sous la direction du capitalisme de surveillance, la médiation informatique d'envergure mondiale est reconvertie en architecture d'extraction. En 1964, se présente aux Galapagos une occasion unique de tester une technologie qui permet la transmission à longue distance de données informatiques. C'est ce qu'on appelle la télémétrie. Des chercheurs d'une nouvelle sorte s'emparent de cette technologie novatrice, combinant biologie, physique, ingénierie et électronique. Parmi eux, Stuart McKay, physicien, ingénieur électricien, biologiste et chirurgien, ses pairs le considèrent comme l'expert des experts. Pour lui, la télémétrie est un moyen de consolider et de préserver le bien-être des animaux sauvages. Une photo le montre, considérant avec tendresse une tortue géante qui vient d'avaler un minuscule transmetteur. Son utilisation permet aux chercheurs d'extraire des informations des animaux, quand bien même ces derniers se croient libres d'errer et de se reposer à leur guise, loin de se douter qu'ils sont les vecteurs d'une invasion de leur contrée, naguère si mystérieuse. McKay plaide aussi pour un processus inversé de téléstimulation qui ne se contente pas d'enregistrer les comportements, mais permettrait également leur possible modification et amélioration, ce qu'il considère comme un dialogue à distance entre le sujet et l'expérimentateur. En combinant la précision des observations satellitaires, la croissance exponentielle des capacités de calcul, l'utilisation des capteurs ultramodernes, les réseaux connectés et les analyses prédictives du big data, on peut désormais concevoir des systèmes inouïs à même de révéler les mouvements et les intentions de nombreuses espèces animales, jusqu'à produire un sixième sens du collectif animal global. Et il n'y a guère de raison de supposer que ces techniques puissent rester cantonnées aux espèces non humaines. Les techniques de traçage des animaux ont servi de modèle aux capitalistes de la surveillance. Lorsque la télématique appliquée au comportement humain a succombé à l'emprise d'une nouvelle et lucrative logique d'accumulation, il ne s'est plus agi de sauver le troupeau humain de la catastrophe à venir, mais d'améliorer la prévisibilité de son comportement. La déclaration d'un état d'exception sert en politique à couvrir la suspension de l'état de droit et l'introduction de nouveaux pouvoirs exécutifs justifiés par une situation de crise. C'est au prétexte de la crise des subprimes en 2008, et alors que Google est loin d'être une entreprise bénéficiaire, que Brin et Page, fondateurs de Google, justifièrent l'annulation du contrat moral qui jusqu'alors les liait à leurs utilisateurs. Ce contrat stipulait que l'ensemble des données collectées devait servir à l'amélioration des services, fut unilatéralement rompu. Google n'exploiterait plus les données comportementales dans le seul but d'améliorer le service aux utilisateurs, mais plutôt pour déchiffrer, à partir de leurs traces collatérales, leur comportement, leur centre d'intérêt, leur esprit, et d'y faire correspondre des publicités capables de répondre à leurs désirs, même inconscients. La publicité a toujours été un jeu de devinettes.
L'idée, être capable de transmettre un message particulier à une personne particulière au moment précis où il y a peut-être de grandes chances de l'influencer dans son comportement. Le saint graal de la publicité. Grâce à son accès unique aux données comportementales, il est possible désormais à Google de savoir ce qu'un individu particulier, à un moment et dans un lieu particulier, pense, sent et fait. L'invention de Google révèle de nouvelles capacités pour inférer et déduire les pensées, sentiments, émotions et intérêts des individus et des groupes. Grâce à une architecture automatisée et non respectueuse de la conscience et du consentement d'une personne, il peut ainsi avoir un accès privilégié aux données comportementales. Ces données, extraites du surplus comportemental ou User Profile Information, peuvent être inférées, présumées, déduites. Il n'y a plus de suppositions et beaucoup moins de gâchis dans le budget de publicité. La certitude mathématique remplace tout cela. Ainsi sont nés les data scientists ou physiciens du clic. Les aperçus prédictifs constituent pour Google un avantage mondial historique sur le plan de la concurrence dans un nouveau marché où les paris à faible risque sur le comportement des individus sont valorisés, achetés et vendus. Google assure à ses nouveaux clients, que sont les annonceurs, et plus les utilisateurs, qu'il fera tout ce qu'il peut pour transformer l'obscurité naturelle du désir humain en fait scientifique. Un miroir sans teint représente le mieux les relations sociales, caractéristiques de la surveillance, qui sont basées sur des asymétries de savoir et de pouvoir. Ils opèrent dans l'obscurité, indifférents aux normes sociales, aux revendications individuelles, au droit de décider et à l'autodétermination. De tels changements ont établi les mécanismes fondamentaux du capitalisme de surveillance. Psychologue et chercheur, Skinner est réputé pour l'ingéniosité des outils et techniques qu'il a inventés pour étudier le comportement animal. Pigeon et levier, pigeon et galette, pigeon et plaque de cuisson, rat et labyrinthe. Il travaille pendant la Seconde Guerre mondiale sur le conditionnement des pigeons afin de leur apprendre à diriger des missiles. En 1947, lors d'un colloque, il tint les propos suivants. Il n'est pas question de faire entrer le monde dans le laboratoire, mais d'étendre les pratiques de la science expérimentale au monde entier. Dès que nous en aurons le souhait, nous serons en mesure d'y parvenir. Il ne s'agira plus d'une simple méthode expérimentale, mais d'une technologie nouvelle. Figure publique du monde intellectuel, il passe 70 ans à s'évertuer à convaincre les esprits que son behaviorisme radical offre les principes d'organisation nécessaires à la défense de la civilisation menacée par les cataclysmes. Il concocte de grandes théories sur le comportement social dans son fameux livre « Par-delà la liberté et la dignité ». Le behavioriste considère la psychologie comme une branche purement objective et expérimentale des sciences naturelles. Ne considérer que les faits qui peuvent être objectivement observés dans le comportement d'une personne spécifique en relation avec son histoire environnementale. Le comportement humain cédera à la recherche scientifique si les psychologues apprennent à considérer les humains comme autres. Ce point de vue de l'observation est une exigence absolue pour une science objective du comportement humain qui ne confond plus l'expérience intérieure avec l'action extérieure. L'être humain est un organisme parmi les organismes et ne se distingue de la laitue, du wapiti ou du ver arpenteur que par son degré de complexité.
une psychologie scientifique restreint ses intérêts aux comportements sociaux. Le comportement, c'est ce que fait un organisme, ou plus exactement, ce qu'un autre organisme le voit faire. L'homme n'est plus un empire dans l'empire de la nature. C'est Spinoza qui dit. Les conséquences logiques de ce nouveau point de vue nécessitent une réinterprétation des expériences humaines supérieures que nous appelons liberté et volonté. Le behaviorisme s'inscrit dans la lignée scientifique ouverte par Max Planck et qui affirme l'unité du monde physique et la découvrabilité des lois naturelles par le seul biais de l'analyse mathématique, et les lois gouvernant le comportement humain n'échappent pas à la règle. La liberté d'action dans le monde animal ne signifie rien d'autre dans le monde de la physique que ce qu'on appelle un accident. Il n'y a pas de vertu dans la nature accidentelle d'un accident. La liberté n'est que l'asile de l'ignorance. Elle ne persiste qu'en une relation inverse à la croissance du savoir scientifique. Le savoir et la liberté sont nécessairement contraires. La connaissance ne nous rend pas libres, mais nous libère de l'illusion de la liberté. La liberté et l'ignorance sont synonymes. L'acquisition du savoir est héroïque, et en ce qu'elle nous sauve de l'ignorance, mais elle est également tragique, car elle révèle l'impossibilité de la liberté. Nos attachements à des notions telles que la liberté, la volonté, l'autonomie, la motivation et l'action sont des mécanismes de défense qui nous protègent des réalités déplaisantes de l'ignorance humaine. L'environnement détermine le comportement, notre ignorance quant à la manière dont il parvient est le vide que nous remplissons avec l'illusion de la liberté. Si l'âme, le moi, l'esprit, la conscience existent, ils ne peuvent ni être observés, mesurés, et ne peuvent de ce fait avoir une valeur scientifique. Nous ne nions pas à Kistiner l'existence de l'âme, mais nous n'y perdons pas notre temps. L'âme est votre affaire, votre expérience intime, votre mystère irréductible. Les lois naturelles qui régissent les sociétés humaines ne peuvent être comprises que si l'on considère une société comme un groupe d'organismes et non pas d'âmes. Le futur des sciences sociales et de la civilisation elle-même repose sur ce passage de l'âme à l'organisme, de l'intérieur à l'extérieur, de l'expérience vécue au comportement observable. Je clique, donc je suis, et je suis ce que je clique. Point barre. Dans les premières pages de son ouvrage, Par-delà la liberté et la dignité, Skinner en appelle à une solution technologique à l'ignorance. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une technologie du comportement comparable en puissance et en précision à la technologie qu'utilise la physique ou la biologie. Le fait que de tels instruments et méthodes aussi puissantes ne soient pas disponibles n'est pas une explication. C'est un problème à régler. Ces nouvelles technologies de comportement repousseront les limites de la division publique-privée pour accéder à toutes les données utiles à la prédiction comportementale et au contrôle. La littérature de la liberté et de la dignité fait obstacle aux accomplissements à venir de l'être humain. La croyance en un homme autonome est une source régressive de résistance à un futur rationnel, une explication alternative du comportement qui fait obstacle au progrès de la société. La ligne entre le public et le privé n'est pas stabilisée. La frontière bouge avec chaque découverte d'une technique qui contribue à rendre publics des événements privés. Le problème de la vie privée peut par conséquent être résolu in fine par des progrès techniques. Nous sommes dans les années 60 du siècle dernier.
Au temps du capitalisme de surveillance, les moyens de production servent les moyens de modification des comportements. Les processus automatisés remplacent les relations humaines pour que la certitude remplace la confiance. Quel est ce pouvoir et comment remonte-t-il la nature humaine pour le bien de ces certitudes lucratives? Ce pouvoir, nommons-le instrumentarisme et définissons-le comme instrumentation et instrumentalisation du comportement à des fins de modification, de prédiction, de monétisation et de contrôle. L'instrumentation se constitue d'une architecture ubiquitaire, connectée de matériel d'information sensorielle qui restitue, interprète et numérise l'expérience humaine. L'instrumentalisation, elle, renvoie aux relations sociales que favorise cette architecture numérique au sein de l'expérience humaine, tandis que le capital de surveillance brandit ces machines pour nous transformer en moyens pour d'autres d'atteindre leurs objectifs commerciaux. Le capitalisme de surveillance nous force à prendre en compte une espèce de pouvoir qui n'a pas de précédent. Lorsqu'il nous faut interpréter les menaces du présent, nous prenons en général comme référence le Big Brother d'Orwell, et plus généralement le spectre du totalitarisme. Et nous décrivons sous le terme de totalitarisme numérique Google et Facebook. Mais considérer le pouvoir instrumentarien comme un nouveau totalitarisme fait obstacle à notre compréhension de sa puissance, tout autant qu'à notre capacité à y résister, à le neutraliser et pour finir le vaincre. Là où le totalitarisme se servait de la violence, le pouvoir instrumentarien préfère manier les moyens de modification des comportements. Il ne s'intéresse ni à nos âmes, ni à des principes qu'il voudrait nous inculquer. Il n'y a pas de formation ou de transformation permettant le salut spirituel, aucune idéologie qui nous permette de jauger nos actions. Ce pouvoir n'exige pas de prendre possession. Il ne veut ni exterminer, ni défigurer nos corps et nos esprits. Il accepte avec joie les données sur le comportement de notre sang, de nos merdes. Il ne désire pas que nous subissions chagrin, effroi, douleur, mais il se ravit de nous voir produire les surplus comportementaux qui découlent de nos angoisses. Il est profondément, infiniment indifférent à nos intentions et à nos motifs. Formé au contact d'une action mesurable, il se soucie uniquement de savoir si ce que nous faisons est accessible à ces opérations de restitution, de calcul, de modification, de monétisation et de contrôle. S'il n'est pas assassin, l'instrumentalisme est aussi stupéfiant, incompréhensible et nouveau dans l'histoire des hommes que le totalitarisme le fut à ses témoins et à ses victimes. Le totalitarisme fut un projet politique qui se mariait à l'économie pour submerger la société. L'instrumentarisme est un projet commercial qui se marie au numérique pour accomplir sa propre marque de domination sociale, unique en son genre. Ce qui est sans précédent n'est pas reconnaissable. Quand on est confronté à du jamais vu, on l'interprète automatiquement à travers le prisme des catégories familières, rendant ainsi invisible
ce qui est sans précédent. La nature sans précédent du capitalisme de surveillance lui a permis d'échapper à la contestation méthodique parce qu'il ne peut pas être correctement appréhendé avec nos concepts actuels. On a recours à des catégories telles que monopole ou vie privée pour contester ces pratiques. Bien que ces questions soient vitales, alors même que les opérations capitalistes de surveillance sont monopolistiques et constituent une menace pour la vie privée, ces catégories sont néanmoins insuffisantes pour identifier et contester les faits précédents de ce nouveau régime. La confusion entre le capitalisme de surveillance et les technologies dont il se sert lance un premier défi à la compréhension. Le capitalisme de surveillance n'est pas une technologie. C'est une logique qui imprègne la technologie et la met en œuvre. C'est une forme de marché inimaginable en dehors du marché numérique, mais ce n'est pas la même chose que le numérique. Le capitalisme de surveillance est une logique en action et non une technologie. Ces pratiques ne sont pas l'expression inévitable des technologies dont ils se servent. En 2009, le grand public prend pour la première fois conscience que les moteurs de recherche conservent indéfiniment l'historique de nos navigations. En vérité, ce ne sont pas les moteurs qui les conservent, mais Google et le capitalisme de surveillance. Le capitalisme de surveillance fait peut-être usage des plateformes, mais il n'est pas une plateforme. Il recourt à l'intelligence artificielle, mais il n'en est pas une. Il produit des algorithmes, mais il n'en est pas un. Ces techniques ressemblent au tissu mou du corps qui ne peuvent être vus à la radiographie, mais effectuent le vrai travail. Le capitalisme de surveillance impose sa volonté par le truchement du dispositif numérique ubiquitaire. Il se meut grâce aux ordinateurs et aux réseaux Internet qui restituent, contrôlent, calculent et modifient le comportement humain. Le capitalisme de surveillance revendique unilatéralement l'expérience humaine comme matière première gratuite, destinée à être traduite en données comportementales. Bien que certaines de ces données soient utilisées pour améliorer produits et services, le reste est déclaré comme un surplus comportemental qui vient alimenter des chaînes de production connues sous le nom d'intelligence artificielle pour être transformées en produits de prédiction qui anticipent ce que vous allez faire. Enfin, ces produits sont négociés sur le marché. Les capitalistes de la surveillance ont découvert que les données comportementales les plus prédictives s'obtiennent en intervenant directement pour inciter, influencer, ajuster et aiguillonner le comportement vers des résultats rentables. Avec cette réorientation du savoir vers le pouvoir, automatiser les flux d'informations nous concernant ne suffit plus. Le but est désormais de nous automatiser. Comme les généraux s'enorgueillissent du nombre de leurs bataillons, les patrons du capitalisme de surveillance prennent soin d'assurer leurs clients de leur immense pouvoir. Microsoft, 500 millions d'ordinateurs équipés de Windows 10, 100 millions d'utilisateurs mensuels des logiciels Office, 40 millions d'utilisateurs mensuels de l'assistant numérique, 12 millions d'organisations utilisant des services cloud. Google, 1 milliard d'utilisateurs mensuels, Gmail, Chrome, Google Maps, Search, YouTube, Google Pay, 2 milliards d'appareils Android actifs, 800 millions d'utilisateurs mensuels de Google Drive, lesquels téléchargent 3 milliards d'objets par semaine, 500 millions d'utilisateurs de Google Photos, qui téléchargent 1,2 milliard de photos par jour. Eric Schmidt, PDG de Google, de 2001 à 2011, s'interroge lui-même.
profondeur et en étendue dans notre société, dans notre économie, de voir à quel point notre technologie numérique est envahissante. La question, c'est de savoir ce que vous pouvez faire de cette technologie pour avoir un vrai impact. Les capitalistes de surveillance se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Et ils l'ont fait. Ils ont pris les habits de la défense des droits, de l'émancipation, en répondant aux angoisses contemporaines et en les exploitant. Ils portent une cape d'invisibilité, adaptée aussi bien à la rhétorique d'un web émancipateur qu'à la faculté de bouger rapidement, à l'assurance d'énormes profits, qu'à la nature sauvage, non protégée du territoire qu'ils ont conquis et revendiqué. Ils sont protégés par l'illisibilité inhérente des processus automatisés qu'ils mettent en place par l'ignorance qu'entretiennent ces processus et par le sentiment d'inévitabilité qu'ils favorisent. Cette logique transforme la vie ordinaire. Considérons qu'Internet est devenu essentiel à la vie sociale et qu'il est maintenant saturé par le commerce et que le commerce est désormais subordonné au capitalisme de surveillance. Notre dépendance est au cœur de ce projet commercial de surveillance, dans lequel nos aspirations à une vie effective rivalisent avec l'envie de résister à ces incursions hardies. Ce conflit provoque en nous un engourdissement psychique qui nous rend insensibles au fait d'être géolocalisés, analysés, exploités et modifiés. Tout cela nous dispose à rationaliser la situation avec un cynisme résigné, à inventer des excuses qui fonctionnent comme des mécanismes de défense. Après tout, je n'ai rien à cacher. Le 4 décembre 1492, Christophe Colomb échappe au vent de terre et jette l'ancre sur la côte du Nil, connue sous le nom de Boyo. Il met ainsi en mouvement ce que les historiens appellent le modèle de conquête, qui se développe en 3 phases. L'invention de mesures légalistes pour fournir à l'invasion un vernis de justification, une déclaration de revendication territoriale, la fondation d'une ville pour légitimer et institutionnaliser la conquête. Selon le philosophe Searle, une déclaration est un mode de parler et d'agir qui établit des faits accomplis, créant une nouvelle réalité là où il n'y avait rien. Quelquefois, nous parlons pour décrire simplement le monde, vous avez les yeux bruns, ou pour le modifier, fermez la porte. Une déclaration combine les 2 objectifs, affirmant une nouvelle réalité tout en décrivant le monde comme si le changement désiré était déjà réel. Les déclarations sont intrinsèquement invasives parce qu'elles imposent de nouveaux faits au monde social, pendant que leurs auteurs inventent des moyens pour inciter d'autres à accepter ces faits. Ce type de conquête, via la déclaration, devrait nous sembler familière, car les faits propres au capitalisme de surveillance se sont inscrits dans le monde en vertu de 6 déclarations décisives tombées du ciel au moment où Google les a émises. Ces 6 déclarations constituent la pierre de fondation du grand projet du capitalisme de surveillance. Elles doivent être défendues à tout prix, parce que chaque déclaration repose sur celle qui précède, et si l'une tombe, toutes les autres tombent. Nous revendiquons l'expérience humaine comme matière première disponible. Sur la base de cette revendication, nous pouvons ignorer les considérations des droits, des intérêts, de la conscience ou de la compréhension des individus. Sur la base de notre revendication, nous affirmons le droit d'accaparer l'expérience d'un individu pour la convertir en données comportementales. Notre droit d'accaparer, fondé sur notre revendication de matières premières gratuites, nous confère le droit de posséder des données comportementales provenant de l'expérience humaine. Nos droits d'accaparer, de posséder et de savoir nous confèrent le droit de décider de la manière dont nous utilisons ce savoir. Enfin,
nos droits d'accaparer, de posséder, de savoir et de désirer, nous confère les droits aux conditions qui préservent nos droits d'accaparer, de posséder, de savoir et de décider. Ces envahisseurs du XXIe siècle ne demandent pas l'autorisation, ils vont de l'avant, tapissant la terre brûlée de pratiques aux légitimations mensongères. Au lieu de communiquer cyniquement des édits monarchiques, ils communiquent, non moins cyniquement, des conditions d'utilisation dont les stipulations sont si obscures et incompréhensibles que nous y souscrivons sans même les lire. Ils édifient leurs fortifications, défendant farouchement leur territoire revendiqué, et rassemblent leurs forces pour leur prochaine incursion. Enfin, ils bâtissent leurs villes dans des écosystèmes compliqués de commerce, de politique et de culture qui proclament la légitimité et l'inévitabilité de ce qu'ils ont accompli. La restitution est désormais un projet global, dont nous apercevons les aspects les plus pernicieux lorsqu'il s'attaque aux profondeurs. Les territoires intimes du moi et de la personnalité, les émotions, sont envahis, transformés en comportements observables, convoités pour nourrir les riches filons du surplus prédictif. Désormais, les limitations qui protègent la vie intérieure ne sont plus bien vues. Pas bon pour le commerce. Voilà ce qu'ont décrété ces mercenaires du moi, bien déterminés qu'ils sont à disséquer, à morceler notre vie intérieure pour leur plus grand bénéfice. Leur expertise sape la notion même d'autonomie et récompense l'ouverture totale par tous les moyens. Statut premium, primes diverses, bon point bonheur, réduction, lien, j'achète. Que votre appareil mobile fait surgir au moment prédit par une décision d'achat quasi garantie. Tous destinés à nous soumettre aux palpations indiscrètes qui servent ce nouveau cosmos commercial. Tandis que l'impératif de prédiction continue de descendre dans les profondeurs, la valeur du surplus qu'il extrait devient irrésistible et la traque de plus en plus impitoyable. Qu'advient-il du droit de parler à la première personne de ce lieu qui est moi, lorsque les molosses de la surveillance, rendus frénétiques par l'impératif de prédiction, sont dressés à traquer mes soupirs, mes clins d'œil, mes propos, et bientôt mes pensées elles-mêmes, pour servir des buts qui ne sont pas les miens. Le capitaliste de surveillance ne se contente plus des coordonnées de mon corps dans le temps et l'espace. À présent, il viole mon sanctuaire intérieur. Ces machines et ces algorithmes assignent une signification à mon souffle, à mes yeux, aux muscles de mes maxillaires, à la fêlure de ma voix, à ces points d'interrogation que j'ai offerts en toute espérance, en toute innocence. Qu'advient-il de moi lorsque le cosmos commercial se déguise en mon miroir et change de forme conformément à ce qu'il a décidé que je ressentais hier, ressens aujourd'hui, ressentirai demain, m'ignorant, me taquinant, me gourmandant, m'applaudissant, me punissant? Il ne peut s'empêcher de vouloir tout de moi, profondément, exhaustivement. Une entreprise spécialisée dans l'analyse de l'humain en informatique affective. Et qu'advient-il quand ces gens-là viennent me prendre ma vérité sans mon consentement, prêts à piétiner mon moi, à en ramasser les miettes pour nourrir leur machine
et leur permettre d'atteindre leurs objectifs. Acculé dans mon moi, je ne peux plus fuir. En vertu de ces concentrations de savoir et de pouvoir sans précédent, le capitalisme de surveillance exerce sa domination et redéfinit une nouvelle division du savoir dans la société, modifiant ainsi le principe axial de l'ordre social. Cette modification de la division du savoir doit répondre à 3 questions. La première, qui sait? Elle concerne la répartition du savoir, l'inclusion ou l'exclusion d'une partie de l'humanité de l'occasion d'apprendre. La deuxième, qui décide? Concerne l'autorité. Quelles personnes, quelles institutions, quels processus désignent ceux qui sont inclus ou exclus de l'apprentissage, ce qu'ils sont capables d'apprendre et de quelle manière ils peuvent agir sur leur savoir. La troisième, qui décide? Qui décide concerne le pouvoir. Quelle est la source du pouvoir qui légitime l'autorisation de partager ou de refuser le savoir? Un texte électronique entièrement nouveau s'écrit en silence grâce à nos ordinateurs, nos cartes de crédit et nos téléphones, aux caméras et capteurs qui prolifèrent dans les espaces publics et privés. À peu près tout ce que nous faisons aujourd'hui est médiatisé par les ordinateurs qui enregistrent et codifient les détails de nos vies quotidiennes à une échelle qui aurait été inimaginable il y a encore quelques années. Nous avons atteint le point où il n'est presque rien qui échappe à la continuelle accumulation de ce nouveau texte électronique qui ne cesse de s'étendre silencieusement mais impitoyablement, telle une gigantesque nappe de pétrole engloutissant tout ce qu'elle rencontre sur son chemin. Que vous vous plaigniez de votre acné, que vous vous engagez dans un débat politique sur Meta, que vous cherchiez une recette ou une information confidentielle sur la santé, sur Google, que vous commandiez du savon lessive, ou que vous preniez des photos de votre petit-fils, que vous souriez, ou que vous ruminiez des pensées colériques, que vous regardiez la télé, fassiez des créneaux sur le parking, tout alimente ce nouveau texte. Même les éléments fondateurs de la civilisation, le langage, le patrimoine culturel, les institutions, les règles et les lois sont en voie de numérisation. Pour la première fois, la réalité est mise explicitement en code visible, puis restituée à la société. À travers le filtre d'algorithmes intelligents, déployés pour servir une série de fonctions économiques, gouvernementales et sociales qui se multiplient à grande vitesse. Qui sait? Qui décide? Qui décide? Qui décide? La division du savoir constitue au début du XXIe siècle ce que la division du travail représentait à la fin du XIXe et durant tout le XXe. Produit de la numérisation, elle redéfinit un nouvel ordre social qui reflète la primauté de l'apprentissage, de l'information et du savoir dans la quête actuelle d'une vie effective. Ce pouvoir sur la division du savoir dans la société commence avec ce que j'appelle le problème des 2 textes. Du premier, nous sommes les auteurs et les lecteurs, textes familiers, destinés au public et célébrés à juste titre. Il met entre nos mains l'univers des informations et des connexions. Il est composé de nos traces laissées sur les pages, Google Search, Meta, post, blog, vidéo, photos, conservation, musique, histoire, Reels, tweets, tout le grand brouhaha de nos vies captées et communiquées. Mais ce premier texte, plein de promesses, n'est pas le seul. Il traîne derrière lui une ombre, un texte fantôme, dissimulé à notre vue, nouvel Eldorado des data scientists, et en lecture seule pour les capitalistes de la surveillance. Dans ce texte, notre expérience est réquisitionnée comme matière première
amassés et analysés pour que d'autres atteignent leurs objectifs. Le texte fantôme est une masse en expansion constante qui en dit plus sur nous que ce que nous pouvons connaître de nous-mêmes. Impossible de s'abstenir d'y contribuer sans renoncer aux activités normales et nécessaires de la vie sociale. Les capitalistes de surveillance tirent parti du texte fantôme pour façonner le texte public en fonction de leurs intérêts. Les algorithmes de Google, dérivés du surplus, sélectionnent et ordonnent nos résultats de recherche, tandis que les algorithmes de Meta sélectionnent et ordonnent le contenu de notre fil d'actualité. Inclure, exclure, évaluer, opérer un tri entre nos expressions publiques qui resteront permanentes, celles qui resteront éphémères. Ils auront beau prétendre à l'objectivité et à la neutralité de la physique des clics, ils ne cesseront de prendre des décisions chargées de valeurs et controversées. Ils contribuent à créer le monde qu'ils prétendent simplement nous montrer. Nous constituons l'objet de ces récits, tout en étant exclus des leçons qui en sont tirées. Ce deuxième texte est à propos de nous, mais il n'est pas pour nous. S'agissant des trois questions essentielles, qui sait, qui décide, qui décide, qui décide, le capital de surveillance a canalisé tout le pouvoir et affirmé son autorité pour fournir toutes ces réponses, en maîtrisant l'infrastructure matérielle et les cerveaux experts pour régner sur cette nouvelle division du savoir. Il y a plus de 600 ans, l'imprimerie avait mis le mot écrit entre les mains des gens ordinaires, leur permettant de récupérer les prières, contourner le clergé, donner aux fidèles l'occasion d'une communion spirituelle sans besoin d'intermédiaire. Ce passé nous a conduit à tenir pour acquis qu'Internet permettrait une diffusion sans précédent des informations et promettait plus de savoir à un plus grand nombre. Nous avons cru qu'il serait une puissance forte de démocratisation qui amènerait de façon exponentielle la révolution de Gutenberg dans la vie de milliards d'individus. Cette comparaison nous a aveuglés, nous empêchant de voir que le développement d'Internet était tout autre, qu'il s'effectuait hors de portée, à l'insu de tous, et qu'il était destiné à exclure, confondre et obscurcir. La compétition pour les revenus de surveillance nous ramène à avant Gutenberg. Le savoir est capté par un nouveau clergé, étroit, d'informaticiens employés par le secteur privé, par leurs machines privées et par leurs intérêts économiques. Dans le savoir et le pouvoir qui en découlent, le capitalisme de surveillance sait tout de nous, alors que ces opérations sont conçues pour que nous en sachions rien. Il prédit notre avenir pour que d'autres en tirent profit. Le savoir, qui remplace à présent notre liberté, a des propriétaires. Le savoir est l'œuvre, la liberté perdue n'appartient qu'à nous. Bravo à vous.